Ken possède 320 000 € pour sa retraite. Maya n'en a que 42 000. Pourtant, ils gagnent le même salaire, vivent dans la même ville et travaillent depuis 15 ans. Cet écart massif n'a rien à voir avec leur revenu mensuel. Tout repose sur 4 décisions financières fondamentales que Ken applique et que Maya ignore totalement. Bonjour, je suis Adrien Beaumont. Personne n'a enseigné ces stratégies à Ken. Aucun conseiller financier ne l'a pris par la main pour lui expliquer comment gérer son argent. Il les a apprises à la dure, en observant la génération précédente s'effondrer financièrement et en décidant silencieusement que ce désastre ne lui arriverait jamais. Lorsque vous découvrirez ces 4 mouvements et le coût réel de l'inaction pour Maya, vous voudrez intégrer chaque stratégie dans votre propre vie financière immédiatement. Ken a 52 ans, génération X. Maya a 38 ans, millénariste. Aujourd'hui, nous analysons les comportements invisibles qui séparent la véritable réussite de la stagnation. La génération X ne se contente pas de tomber dans des pièges. Ils appliquent des principes de protection du capital que les générations plus jeunes ont tendance à oublier. Nous intégrons aussi Zoé, 24 ans, génération Z. Elle investit, comprend les intérêts composés et possède une culture financière bien supérieure à celle de Maya au même âge. Mais un écart invisible se creuse. Voici la base. Ken gagne 85 000 €, Maya 78 000 et Zoé 48 000. L'important n'est pas le montant du salaire, mais la gestion des flux. L'enjeu véritable est ce qu'il conserve et la stratégie appliquée. 4 mouvements décisifs, des mathématiques concrètes et implacables. Analysons le premier mouvement. Nous sommes en 2001. Ken a 27 ans, un emploi stable depuis 3 ans. Il se sent en confiance jusqu'à ce qu'il voit un collègue ancien licencié sans aucun préavis. Ce soir-là, profondément marqué, Ken a ouvert un compte d'épargne. Depuis ce jour, il n'a jamais laissé son solde descendre en dessous d'une réserve de sécurité solide. Voici la réalité mathématique. Ken conserve en permanence l'équivalent de 6 à 8 mois de dépenses en liquidité. C'est le fondement de sa sécurité à long terme. Les données économiques montrent que la génération X possède le taux le plus élevé d'adéquation des fonds d'urgence. Ils ont assez de liquidités pour éviter l'emprunt. Maya, de son côté, n'a qu'un seul mois de dépenses de côté. C'est typique pour les millénaristes, dont la majorité possède moins de 2 000 € d'épargne de précaution. Zoé possède quelques centaines d'euros. Elle investit intelligemment dans des fonds indiciels, mais elle opère sans aucun véritable filet de sécurité sous-jacent. Observez ce qui se produit quand la vie frappe. Une urgence de 4 000 € survient. Une panne de voiture, des frais médicaux. Tout le monde y fait face un jour. Ken fait un simple virement. Problème résolu. Son plan d'investissement ne subit aucune interruption. Ses contributions pour la retraite restent constantes. Rien ne change. Maya doit utiliser une carte de crédit avec un taux d'intérêt élevé. Elle espère rembourser rapidement, mais les paiements minimums et ses autres factures la ralentissent. Il lui faut 14 mois pour solder cette dette. Ces 4 000 € deviennent environ 4 700 €. Pendant ce temps, elle suspend ses contributions à la retraite. Elle ne paie pas seulement des intérêts bancaires, elle perd surtout la croissance composée sur l'argent qu'elle n'a pas pu investir pendant plus d'une année entière. Zoé divise la dépense via des applications de paiement fractionné. Cela ronge son budget discrétionnaire et elle arrête discrètement son investissement mensuel. Une seule urgence, 3 résultats radicalement différents, mais voici ce que personne ne calcule. Ce genre d'imprévu ne se produit pas qu'une seule fois dans une vie. En moyenne, un ménage fait face à une urgence tous les 12 à 8 mois. Sur une carrière de 15 ans, cela représente 10 à 12 événements perturbateurs majeurs. Ken absorbe chacun de ces chocs en liquidité. Son portefeuille ne tressaille jamais. Maya emprunte presque à chaque fois, paie des intérêts et met son avenir en pause. Le coût composé de ces pauses représente une perte de 35 000 à 45 000 € sur le portefeuille de Maya après 15 ans de carrière. Un manque à gagner colossal. C'est pas parce qu'elle est irresponsable, mais parce qu'elle manquait d'un tampon de sécurité. Le fonds d'urgence protège toutes les autres stratégies financières. Personne ne fait de vidéo virale sur un compte d'épargne contenant 15 000 €. Pourtant, c'est ce mouvement précis qui permet de survivre aux crises économiques. Passons au deuxième mouvement. Ken se souvient de 1993. Son père a été promu, sa mère a repris le travail. De l'argent frais rentrait, une nouvelle voiture, des travaux.
Il pensait avoir réussi, puis l'entreprise a réduit ses effectifs, le salaire a disparu, mais les mensualités de la voiture et le prêt pour les travaux étaient là. Le style de vie financé par cette augmentation continuait de coûter cher. Ken a compris que les augmentations disparaissent, mais pas le train de vie. Voyons cela en chiffres. Tous les trois reçoivent une augmentation nette de 5 000 € annuels. Même montant, même moment. Observez attentivement ce qu'ils en font. Ken augmente son niveau de vie de la moitié, il améliore son forfait et dîne au restaurant une fois de plus. Cela représente environ 2 500 € de dépenses annuelles. Les 2 500 € restants vont directement dans ses investissements. Il remarque à peine la différence, car le changement de style de vie reste modéré et contrôlé. Maya décide d'améliorer son appartement. L'augmentation de loyer est de 200 € par mois, soit 2 400 € sur l'année entière, pour plus de confort immédiat. Ajouter une salle de sport plus chère et quelques abonnements, et l'intégralité de son augmentation est totalement absorbée. Son taux d'épargne ne bouge pas d'un pouce. Elle gagne plus d'argent que jamais, mais conserve exactement le même pourcentage d'épargne qu'auparavant. Sa richesse nette n'accélère pas, seul son confort progresse. Zoé répartit son augmentation de manière qui lui semble réfléchie. Elle augmente son investissement de 20 € par mois et utilise tout le reste pour le quotidien. Cela fait 240 € de plus investis par an contre 4 760 € de dépenses supplémentaires. Elle est fière, mais son ratio est de 95% de dépenses pour 5% d'épargne. Projetons cela sur 15 ans en supposant qu'ils reçoivent une telle augmentation tous les 3 ans. Ken a systématiquement épargné la moitié de chaque hausse. En investissant cette part avec un rendement moyen de 10%, Ken a généré environ 140 000 € de richesse supplémentaire uniquement grâce à cette habitude. Maya n'a rien capitalisé sur ses augmentations. Son style de vie a grandi à la même vitesse que ses revenus. Elle a l'air prospère, avec un bel appartement. Mais sa valeur nette n'a pas augmenté plus vite que si elle n'avait jamais été augmentée. Les 240 € supplémentaires de Zoé lui rapportent environ 8 000 €. Comparé aux 140 000 € de Ken générés par les mêmes augmentations, l'écart est colossal. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie, un piège redoutable. Tous les trois en sont victimes. La différence réside dans la vitesse. Ken augmente ses dépenses lentement et investit la différence pour faire travailler son capital. Cette différence de vitesse représente l'écart entre un portefeuille à 6 chiffres et un appartement luxueux dont vous oublierez vite pourquoi vous en aviez besoin. Troisième mouvement, la gestion de la dette. À 14 ans, Ken a trouvé les relevés de cartes de sa mère. Elle avait 3 cartes avec des soldes qui ne baissaient jamais. Elle faisait de son mieux, mais les mathématiques jouaient contre elle. Ken n'a jamais gardé un solde impayé de sa vie. Pourtant, une statistique semble contradictoire. La génération X porte la dette totale la plus élevée de toutes les générations, plus que les millénaristes. Alors, comment Ken peut-il être considéré comme discipliné? Tout dépend de l'actif auquel cette dette est attachée. La dette de Ken se résume à un prêt immobilier de 350 000 € à taux fixe. C'est sa seule obligation majeure. Il n'a pas de crédit auto. Il conduit une voiture payée comptant de 2017 avec plus de 200 000 km. Le service de sa dette est dirigé vers un actif qui prend de la valeur. Le profil d'endettement de Maya est différent. Elle a 14 000 € de prêt étudiant, un crédit auto de 22 000 € et un solde de carte de crédit tournant. Son service de dette mensuelle sur des actifs non valorisables, c'est-à-dire des dettes attachées à des biens qui perdent de la valeur, s'élève à 620 €. Zoé n'a pas de dette traditionnelle, mais elle cumule environ 800 € sur 3 applications de paiement différés. Un nouveau téléphone, des meubles et des vêtements. Ces paiements créent 150 € d'obligations mensuelles, constamment remplacées par de nouvelles. C'est un tapis roulant d'endettement invisible qui ne s'arrête jamais. Voici la réalité mathématique. Si Maya investissait ses 620 € mensuels dans un fonds indiciel avec un rendement de 10%, elle posséderait 127 000 € en 10 ans. Sur 15 ans, cela représenterait plus de 250 000 €. Ce n'est pas de l'argent théorique, c'est ce que ce flux de trésorerie aurait réellement produit sur les marchés. Maya ne dépense pas seulement 620 € par mois, elle dépense 620 € plus les 250 000 € que ce capital serait devenu. C'est le véritable coût d'une dette de consommation. Le vrai danger n'est pas le taux d'intérêt, c'est le coût d'opportunité. Ken a compris cela en voyant les crédits à la consommation détruire les finances de sa mère.
Il a donc établi une règle stricte: emprunter uniquement pour des actifs qui s'apprécient et payer comptant pour tout le reste. Ce n'est pas compliqué, mais efficace. C'est pourquoi ces comptes de retraite ont 6 chiffres d'avance sur Maya. La leçon n'est pas de bannir le crédit, mais de savoir quel type d'actif est financé. Si l'actif s'apprécie, vous utilisez un effet de levier. Si c'est un bien qui se déprécie, vous créez une fuite financière qui sera catastrophique pour votre avenir. Cette fuite accumulée au fil du temps devient tout simplement catastrophique pour la création de patrimoine. Il est impératif de colmater ces brèches rapidement. Maya paie pour des biens dépréciés, tandis que Ken capitalise sur des actifs tangibles. Cette dynamique divergente façonne leur destin de manière totalement irréversible. La dette de consommation est un impôt volontaire sur votre richesse. Refuser cet impôt est le choix le plus rentable que vous puissiez faire pour sécuriser votre indépendance. L'approche de Ken sur la dette n'exige aucun génie mathématique, juste une discipline de fer face aux tentations de la consommation immédiate et des crédits faciles. 4e mouvement, le revenu secondaire ennuyeux. En 1997, Ken a 23 ans. Il regarde les informations et assiste à une énième vague de licenciements dans sa région. Les amis de son père, fidèles depuis 25 ans, se retrouvent soudainement sans rien à 55 ans. Aucun plan de secours, aucun second revenu, juste un vieux CV obsolète. Ken a décidé qu'il ne laisserait jamais un seul salaire être son unique rempart contre la ruine financière. Ce n'était pas par esprit d'entreprise, mais par pure terreur. Cette peur s'est transformée en l'habitude la plus rentable de sa vie. Les statistiques montrent que la génération X a des taux élevés de travail indépendant. La nuance est importante. Ils gardent leur emploi de jour. Ils ne démissionnent pas pour vivre de leur passion. Ils construisent un second revenu de manière ennuyeuse. Ken fait du conseil sur le côté, dans le même domaine que son travail quotidien. Aucune marque, aucun site web, aucune présence sur les réseaux sociaux, juste quelques clients. Ces clients le paient 800 € par mois pour 5 heures de travail, car ils maîtrisent leur système. Il place chaque euro de cette somme directement dans son compte de courtage. Il fait cela depuis 12 ans. Maya a essayé 3 activités secondaires depuis la fin de sa vingtaine: pige en rédaction, formation en ligne et revente de vêtements. Actuellement, son revenu secondaire est de 0. Elle a poursuivi des projets excitants mais insoutenables au lieu de construire quelque chose de régulier qui compose. Zoé a une boutique en ligne de coques personnalisées. Elle génère environ 200 € par mois. Après déduction des coûts matériels et d'expédition, son bénéfice net est de 50 €. Elle en parle sur ses réseaux sociaux, cela fait partie de son image, mais c'est un passe-temps qui couvre à peine ses frais. Analysons les mathématiques implacables. Les 800 € mensuels de Ken, investis à un rendement de 10%, représentent 184 000 € sur 12 ans. Sur 15 ans, cela représente jusqu'à 260 000 €. Tout cela provient d'une mission de conseil ennuyeuse. Pas d'éclairage sophistiqué, pas de calendrier de contenu, juste un travailleur sérieux qui répond à des emails le dimanche. Le revenu de Maya sur cette période est négatif. Elle a dépensé plus pour ses projets qu'elle n'en a gagné. Les 50 € de Zoé investis sur 15 ans donneront 20 000 €. Comparé au capital de Ken, c'est une simple erreur d'arrondi. La différence n'est pas le talent, c'est la stratégie. Ken a monétisé une compétence qu'il possédait déjà solidement. Il a choisi l'ennuyeux plutôt que l'excitant, la constance plutôt que la viralité. Le marché a transformé cette constance en $250 000. Mais Ken n'est pas parfait. Si cette analyse disait que la génération X a raison sur tout, elle ne serait pas utile. Parlons du point précis où les instincts de Ken lui ont réellement coûté cher. La génération X est la moins susceptible d'utiliser un conseiller financier. Ils préfèrent se débrouiller seuls, car ils ont vu leurs parents perdre leur pension. La confiance n'est pas là, mais cet instinct a un coût caché. Ken gère son propre portefeuille, il le rééquilibre quand il y pense, c'est-à-dire environ une seule fois par an. Il paie des frais plus élevés sur certains fonds choisis il y a 10 ans sans comparer les options. Il refuse aussi de déléguer sa gestion à un robot conseiller automatisé. Confier son argent à un tiers ressemble au système qu'il fuit. Résultat, son portefeuille de 320 000 € est réparti à 60% en actions et 40% en obligations. Pour un homme de 52 ans avec un revenu stable, la plupart des experts recommanderaient plutôt 80% en actions. Cette différence d'exposition est cruciale. Aurait ajouté environ 60 000 € à son portefeuille sur 15 ans.
C'est de l'argent laissé sur la table par excès de prudence, la prudence qui l'a sauvé le frêne aujourd'hui. Il y a une grande ironie. La méfiance qui a poussé Ken à bâtir un fonds d'urgence et à contrôler son style de vie l'a poussé à sous-investir dans la classe d'actifs la plus rémunératrice. Leur super pouvoir et leur angle mort viennent du même endroit, le manque de confiance envers le système. Mais la peur des marchés boursiers à long terme reste une erreur très coûteuse. Faisons le bilan. Premier mouvement, le fonds d'urgence. Le tampon de Ken lui a permis d'investir sans interruption, tandis que Maya a perdu près de 40 000 € de croissance. Deuxième mouvement, le plafond du style de vie. Ken a épargné la moitié de chaque augmentation, créant 140 000 € de richesse supplémentaire. Maya et Zoé n'ont presque rien capitalisé. Troisième mouvement, la dette stratégique. Les 620 € mensuels de dette de Maya représentent un coût d'opportunité de 250 000 €. Ken a investi ce même flux de trésorerie. Quatrième mouvement, le revenu secondaire ennuyeux. Le conseil de Ken a généré plus de 250 000 €. Les tentatives de Maya ont rapporté 0 et celles de Zoé seulement 20 000 €. L'écart réel n'est pas de 278 000 €. L'écart est la différence de richesse cumulative créée par ces 4 comportements simples répétés avec constance sur 15 à 20 années. En cumulant ces 4 mouvements, la différence totale atteint un demi-million d'euros de valeur nette à revenus similaires. Ce n'est pas un écart comblé par un coup de chance en bourse. Le comportement de Ken vient de la douleur d'avoir vu le système échouer. Les plus jeunes n'ont pas eu cette éducation. Mais vous n'avez pas besoin de vivre la douleur pour apprendre. Acceptez de paraître moins riche aujourd'hui pour l'être réellement demain. Construisez un tampon, divisez vos augmentations, éliminez la dette toxique et lancez un projet annexe régulier. Si cette analyse a changé votre vision, partagez-la. Vos habitudes financières sont soit héritées, soit choisies consciemment. Assurez-vous de faire le bon choix pour votre avenir financier.